Le ciel d'automne pesait lourdement sur les vignobles de Bordeaux, ces nuages gris menaçant une pluie qui semblait retenir son souffle, tout comme les trois silhouettes immobiles dans la cour du modeste domaine Moreau. L'air sentait la terre humide et le raisin fermenté, mais une tension palpable étouffait ces odeurs familières. La propriété des Moreau, avec sa façade en pierre fatiguée et ses volets à la peinture écaillée, criait la difficulté financière, un contraste brutal avec la richesse invisible, mais écrasante du domaine du bois, dont on devinait la puissance à des kilomètres à la ronde. C était ici, sur ce gravier inégal où les herbes folles perçaient, qu'un accord silencieux et déshonorant arrivait à son terme. Une vie entière était sur le point de être échangée contre l'effacement d'une dette, un acte aussi froid et formel que la signature d'un contrat de vente de bétail. Au centre de cette transaction se tenait Lucien Dubois, le patriarche redouté que toute la région surnommait le tyran. À 50 ans, son visage était une carte de soleil ardent et d'hiver rude, ses mains épaisses et calleuses reposant le long de son corps avec une immobilité qui confinait à la menace. Il n'avait pas besoin de élever la voix. Sa seule présence suffisait à imposer le silence et la soumission. Face à lui, Pierre Moreau, le père des Élise, semblait se recroqueviller sur lui-même, son dos voûté par le poids de la honte et du soulagement. Il évitait le regard de Lucien, ses yeux fuyant vers les ceps de vigne dénudés comme pour y chercher une excuse. L'accord était scellé, non par des mots de célébration, mais par un bref hochement de tête de Lucien. Un geste qui signifiait que la dette de 300 000 € était désormais réglée. Élise se tenait légèrement en retrait, une statue de dignité silencieuse au milieu de sa propre ruine. Vêtue d'une simple robe de coton qui avait connu de meilleurs jours, elle ne montrait aucune larme, aucune peur. Ses yeux verts, d'une clarté désarmante, observèrent la scène non pas comme une victime, mais comme un témoin. Elle voyait son père se courber. Elle sentait le mépris glacial de l'homme qui venait de l'acquérir. Et pourtant, elle restait droite. Lucien Dubois la gratifia à peine d'un regard, la considérant comme une clause finale dans un contrat fastidieux. Pour lui, elle n'était qu'un objet, une garantie vivante, la dernière pièce d'un puzzle financier. La transaction était terminée, l'honneur de son père était sauvé, et son propre avenir venait d'être anéanti dans le silence le plus assourdissant qu'elle ait jamais connu. Alors que Lucien Dubois se retournait pour partir, son pas lourd crissant sur le gravier, une voix douce mais ferme brisa le silence pesant. « Monsieur Dubois !» Il s'arrêta, surpris qu'on ose l'interpeller. Lentement, il se retourna vers Élise, qui avait fait un pas en avant. Elle le fixait droit dans les yeux, sans la moindre trace de la crainte qu'il inspirait à tous. Sa voix ne tremblait pas lorsqu'elle prononça les mots qui allaient sceller son destin bien plus sûrement que l'accord de son père. « Je serai votre épouse, mais je ne serai pas votre propriété. J'espère que vous saurez faire la différence. » Un silence stupéfait s'installa. Pour la première fois depuis des années, le masque d'acier du tyran se fissura, laissant entrevoir une lueur d'incrédulité. Cette jeune femme n'était pas brisée. Elle venait de lui poser un ultimatum. La vie au domaine du bois commença dans un silence de cathédrale. Le château, avec ses murs de pierre épais et ses plafonds hauts, semblait avaler chaque son, ne laissant qu'un écho feutré des pas d'Élise sur les parquets anciens. Lucien lui avait assigné une aile entière de la demeure, un espace si vaste et impersonnel qu'il ressemblait plus à une cage dorée qu'à une chambre nuptiale. Il la traitait avec une distance glaciale, lui adressant la parole uniquement pour des instructions logistiques, ses yeux la balayant sans jamais vraiment la voir. Il s'attendait à des larmes, des supplications ou une rébellion silencieuse. Mais Élise ne lui offrit rien de tout cela. Elle passait ses journées à explorer la maison, non pas avec l'angoisse d'une captive, mais avec la curiosité d'une historienne découvrant les vestiges d'une civilisation oubliée, cherchant à comprendre l'âme de ce lieu figé dans le temps. Elle découvrit des salons où la poussière dansait dans les rayons de soleil obliques, des bibliothèques remplies de livres dont les pages n'avaient pas été tournées depuis des décennies,
et des portraits de famille dont les regards sévères semblaient la juger. Chaque objet racontait une histoire de richesse et de pouvoir, mais aussi de solitude. La maison était un mausolée magnifique, entretenu par une poignée de domestiques aussi discrets que des fantômes. Élise sentait le poids du chagrin qui imprégnait les murs, une tristesse si profonde qu'elle semblait s'être cristallisée dans l'air même. Elle ne se sentait pas menacée par Lucien, mais par le vide qu'il avait laissé grandir autour de lui, un vide qui menaçait de l'engloutir, elle aussi, si elle n'y prenait garde. Elle comprenait que pour survivre ici, elle ne devait pas combattre l'homme, mais le silence qu'il avait érigé comme une forteresse. Au bout d'un couloir sombre, au 2e étage, elle trouva une porte fermée à clé. Contrairement aux autres, celle-ci, elle, n'était pas simplement close, elle était scellée. La poignée en laiton était ternie, mais la serrure, elle, était propre, comme si elle était régulièrement vérifiée. Une curiosité douce, dénuée de toute intention d'intrusion, la poussa à s'attarder devant. Elle posa délicatement la main sur le bois froid, sentant une énergie différente émaner de cet espace interdit. Elle aurait pu chercher une clé, tenter de forcer le passage, mais son instinct lui dicta le respect. Cet endroit N n'était pas un simple secret. C était une blessure. Elle comprit que ce qui se trouvait derrière cette porte était la clé non pas du château, mais de l'homme qui y régnait. Elle décida d'attendre, sachant que la confiance ne se vole pas, elle se mérite. Le soir venu, lors du dîner servi dans la salle à manger caverneuse, elle brisa le silence pesant. « Il y a une chambre fermée à l'étage », dit-elle simplement, sans accusation dans la voix. Lucien leva les yeux de son assiette, son visage se durcissant instantanément. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. « Elle ne vous concerne pas », répondit-il d'un ton coupant comme du verre brisé. Élise soutint son regard, sa douceur étant son unique armure. « Je ne cherche pas à y entrer, je voulais juste vous dire que je respecte ce qui est à vous. » Sa réponse le désarma. Le mur de colère dans ses yeux se fissura, laissant place à une douleur brute. Il détourna le regard, fixant un point invisible. « C était la chambre de mon fils. » Lâcha-t-il, les mots rauques et chargés d'années de chagrin non exprimés. Élise ne dit rien, lui offrant le réconfort de son silence compréhensif. La nouvelle de son mariage S était répandue dans la commune comme une traînée de poudre. Lors de sa première sortie au marché du village, Élise sentit le poids de centaines de regards sur elle. Les conversations s'arrêtaient à son passage, remplacées par des chuchotements venimeux. Elle entendait les bribes de phrases, la fille Moreau, vendue pour effacer les dettes. Pauvre petite, le tyran va la dévorer. Les femmes la dévisageaient avec un mélange de pitié et de mépris, la considérant comme une arriviste ou une victime sotte. Elle serra plus fort son panier en osier, gardant la tête haute et le dos droit. Chaque regard était une pierre, chaque murmure une gifle, mais elle refusait de leur donner la satisfaction de l'avoir flanché. Elle était l'épouse de Lucien Dubois, mais elle était avant tout Élise, et elle ne laisserait pas leur jugement définir qui elle était. Quelques semaines plus tard, une tempête violente s'abattit sur la région. Le vent hurlait autour du château, faisant claquer les volets et gémir les vieilles poutres. La pluie martelait les vitres avec une fureur qui semblait vouloir briser les dernières défenses de la demeure. Élise, incapable de dormir, lisait dans un fauteuil de son salon, observant les éclairs déchirer le ciel noir et illuminer fugitivement le parc déchaîné. Le tumulte extérieur faisait écho à la tension silencieuse qui régnait à l'intérieur. Elle pensait à Lucien, seul dans son aile du château, se demandant s'il entendait lui aussi dans cette tempête le fracas de ses propres démons. La maison, habituellement si silencieuse, semblait vivante cette nuit-là, criant toute la douleur qu'elle avait absorbée au fil des ans, une symphonie de solitude et de regret. Au cœur de la nuit, un cri étouffé, presque inhumain, traversa les murs. Il venait de la chambre de Lucien. Poussée par une inquiétude plus forte que la peur, Élise quitta sa chambre et se dirigea à pas feutrés dans le couloir. La porte de son mari était entr'ouverte. Il était assis sur le bord de son lit, la tête entre les mains, son corps secoué de tremblements. La lumière de la lune, filtrant à travers la fenêtre, révélait un homme brisé,
Le tyran N était plus là. Il ne restait qu'un être humain aux prises avec un cauchemar qui semblait bien plus réel que la tempête au dehors. Il respirait de manière saccadée, perdu dans les souvenirs de l'accident qui lui avait tout pris, revivant la perte avec une intensité que le temps n'avait pas réussi à émousser. Élise resta un instant sur le seuil, ne voulant pas l'effrayer ni envahir son chagrin. Puis, sans un mot, elle se rendit à la cuisine, remplit un verre d'eau fraîche et revint. Elle le trouva dans le couloir, appuyé contre le mur, le regard vide. Elle lui tendit simplement le verre. Leurs doigts se frôlèrent. Il la regarda, ses yeux remplis d'une surprise et d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. Il prit le verre et but d'une seule traite, le geste simple semblant l'ancrer dans le présent. Elle n'a posé aucune question, n'a offert aucune parole de réconfort superflu. Sa simple présence silencieuse était une reconnaissance de sa douleur, une offre de paix. À cet instant, dans le couloir sombre, il comprit qu'elle n'était pas une intruse, mais peut-être le premier havre de paix qu'il connaissait depuis des années. C'est incroyable comme un simple geste de bonté peut fendre l'armure la plus épaisse, n'est-ce pas? Une main tendue dans l'obscurité, un verre d'eau offert sans question peut parfois accomplir ce que des années de lutte ne parviennent pas à faire. Ouvrir une porte vers la guérison. Ces histoires de résilience et de compassion silencieuse méritent d'être racontées, car elles nous rappellent la force qui réside en chacun de nous. Si ce récit vous touche, songez à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces témoignages qui redonnent foi en l'humanité et de faire vivre des émotions qui nous unissent tous. Après cette nuit-là, quelque chose changea subtilement en Lucien. Il commença à la regarder, vraiment la regarder. Parfois, il lui adressait un mot qui n'était pas un ordre, lui demandant son avis sur le menu du soir ou sur une nouvelle plantation de vignes. Mais cette nouvelle proximité semblait le terrifier. Dès qu'un moment de douceur s'installait entre eux, il se refermait brutalement, redevenant le tyran froid et distant. Il alternait entre des éclairs de gentillesse et des périodes de silence glacial, luttant visiblement contre ses propres émotions. Il la désirait et la repoussait dans un même souffle, terrifié à l'idée de s'attacher à nouveau, convaincu que la vulnérabilité n'apportait que la perte. Élise observait cette guerre intérieure avec patience, comprenant qu'il se battait moins contre elle que contre les fantômes de son passé. Assister à la lente reconstruction d'une âme est un privilège rare. C'est voir les premières pousses vertes percer une terre que l'on croyait stérile pour toujours. Chaque pas en avant, même suivi d'un recul, est une victoire contre le désespoir. C'est pour capturer ces moments de transformation, ces instants où l'espoir renaît des cendres, que nous créons ces histoires. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre un récit, vous soutenez la diffusion de messages qui prouvent que la guérison est possible, même après les plus profondes blessures. Cette dynamique fragile fut brutalement interrompue par la visite de Pierre Moreau. Le père d'Élise arriva au domaine non pas pour s'enquérir du bien-être de sa fille, mais avec l'avidité d'un homme qui a goûté à l'argent facile. Il trouva Lucien dans son bureau et, après quelques politesses maladroites, expliqua qu'il avait de nouveaux projets, de nouvelles dettes, et qu'un petit supplément financier serait le bienvenu, considérant le sacrifice de sa famille. Lucien, elle, écouta, son visage se transformant en un masque de glace. Il se leva lentement, sa haute stature dominant complètement son beau-père. Il regarda cet homme qui avait vendu sa propre fille et qui revenait maintenant pour réclamer davantage. Pour la première fois, ce n'est pas la colère du tyran qui s'exprima, mais le dégoût d'un homme qui commençait à protéger ce qui lui était précieux. Sans un mot, Lucien se détourna de Pierre Moreau et lui tourna le dos. Un geste de mépris final, plus puissant que n'importe quelle insulte. Il sortit du bureau, laissant son beau-père médusé et humilié, et se dirigea vers l'aile où se trouvait Élise. Il la trouva près d'une fenêtre, observant la pluie qui avait commencé à tomber sur les vignes. Il s'approcha doucement, et pour la première fois, il posa sa main sur son épaule. Elle ne sursauta pas. Elle se tourna simplement vers lui, ses yeux verts cherchant les siens. Il ne dit rien de la visite de son père,
ne voulant pas la souiller avec cette bassesse. À la place, il lui dit simplement « La fête des vendanges a lieu la semaine prochaine. J'aimerais que vous m'y accompagniez. » Ce N n'était pas un ordre, mais une invitation, une demande. Élise sentit dans ce simple geste une promesse, le début d'un pont fragile jeté au-dessus de l'abîme de solitude qui les séparait. La place du village était inondée de musique et de rires. La fête des vendanges battait son plein, une explosion de vie célébrant la fin de la récolte. Des guirlandes lumineuses étaient tendues entre les platanes, et l'odeur des châtaignes grillées se mêlait au parfum sucré du vin nouveau. Élise, au bras de Lucien, se sentait observée. Mais pour la première fois, les regards N n'étaient pas seulement hostiles. Il y avait de la curiosité, de l'étonnement. Lucien N n'était plus le tyran reclus. Il saluait les gens, échangeait quelques mots, sa présence à la fois imposante et étonnamment accessible. Élise portait une robe simple mais élégante, et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Elle commençait à croire qu'un avenir était possible. Mais la paix est une chose fragile, et les fantômes du passé ont une fâcheuse tendance à s'inviter aux célébrations les plus joyeuses. C'est la voix pâteuse et trop forte de son père qui brisa l'harmonie. Pierre Moreau, le visage rouge et les yeux vitreux à force de vin, tenait salon près de la fontaine, entouré de quelques vignerons avides de ragots. 300 000 €, claironna-t-il, assez fort pour que la moitié de la place l'entende. C'est le prix pour effacer une vie de labeur. Un bon prix pour une fille, n'est-ce pas? Elle a au moins servi à quelque chose. Les rires gras qui suivirent furent comme des poignards dans le cœur d'Élise. Le sang quitta son visage. Tous les regards se tournèrent vers elle, cette fois chargés de pitié et de mépris. La musique sembla s'arrêter. Elle était de nouveau la marchandise, l'objet d'une transaction sordide, sa valeur réduite à une somme d'argent proclamée sur la place publique par son propre père. Le sourire de Lucien S. évanouit, remplacé par une fureur froide et blanche. Mais ce N n'était pas la colère destructrice du tyran. C était la rage protectrice d'un homme défendant ce qui lui était le plus cher. Sans un mot, il lâcha le bras d'Élise, traversa la foule qui écarta comme la mer devant Moïse, et monta les quelques marches de la mairie qui dominèrent la place. Le silence devint total, pesant, électrique. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Il regarda Pierre Moreau, son regard si intense que le vieil homme sembla soudain dégrisé. Puis, sa voix, calme, mais portant jusqu'au dernier recoin de la place, s'éleva. « Monsieur Moreau, votre dette est en effet effacée, mais ce que vous avez fait à votre fille ce soir et le jour où vous me l'avez livrée est une dette envers l'humanité. Et celle-là, vous ne la rembourserez jamais. » Il se tourna ensuite vers Élise. Son regard s'adoucissant jusqu'à devenir une caresse, la foule retint son souffle. « Ils pensent tous que je vous ai acheté, » continua-t-il, sa voix vibrant d'une émotion qu'aucun d'eux ne lui connaissait. « La vérité, c'est que c'est vous qui m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé de la prison de silence que j'avais construite autour de moi. Vous m'avez sauvé de moi-même. » Il descendit les marches, s'approcha d'elle, ignorant les centaines de paires d'yeux qui les fixaient. Il lui prit doucement les mains. « Élise, je vous demande pardon pour la façon dont notre histoire a commencé, et je vous le demande devant tous. Accepteriez-vous, cette fois par votre propre et unique volonté, de devenir ma femme ?» Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Élise. Elle hocha la tête, incapable de parler, et se jeta dans ses bras. Le baiser qu'ils échangèrent sous les lumières de la fête scella bien plus qu'un mariage. Il signait la naissance de deux âmes enfin réunies. Ce baiser, échangé au cœur de la place publique, ne fut pas seulement un acte d'amour, mais un acte de rédemption. La foule, jusqu'alors un tribunal de chuchotement et de jugement, devint le témoin silencieux d'une transformation. La stupéfaction laissa place à une vague de respect ému. Les gens ne voyaient plus le tyran et sa captive, mais un homme et une femme qui étaient trouvés dans les décombres de leur solitude respective. Lucien et Élise quittèrent la fête main dans la main, traversant la foule qui écartait non plus par peur, mais par déférence.
En cette nuit d'automne, sous les guirlandes lumineuses de la fête des vendanges, Élise N était plus la fille vendue pour une dette. Elle était la femme qui avait apprivoisé la bête, non par la force, mais en lui montrant la blessure qu'elle portait en elle. Le domaine du bois se métamorphosa. Les portes autrefois closes s'ouvrirent, laissant entrer la lumière et la vie. Le silence pesant fut remplacé par le son des discussions, des rires et des projets. Guidé par la compassion d'Élise, Lucien utilisa sa fortune non plus pour dominer, mais pour construire. Ensemble, ils créèrent la Fondation Dubois, portant le nom de sa première épouse. Une initiative destinée à aider les petits vignerons de la région écrasés par les dettes, leur offrant des prêts à taux zéro et des conseils techniques. Ils mirent en place un programme de bourse d'études pour les enfants des employés du domaine, assurant que personne ne soit jamais forcé de sacrifier l'avenir de ses enfants. Le château, autrefois un mausolée de chagrin, devint le cœur battant d'une communauté renouvelée. Un symbole de générosité là où régnait autrefois la peur. 5 ans plus tard, la terrasse du château donnait sur des vignes florissantes sous le soleil de fin d'après-midi. Lucien, le visage adouci par des rides de sourire qu'on ne lui connaissait pas, tenait dans ses bras un petit garçon de 3 ans aux yeux verts rieurs, son fils. Élise, à ses côtés, posa sa tête sur son épaule, regardant leur enfant tenter d'attraper un papillon. Le tyranne était plus qu'un lointain souvenir, un fantôme d'une autre vie. L'homme qui se tenait là était un mari aimant et un père dévoué, dont la plus grande richesse haine était plus ses hectares de terre, mais le son du rire de son fils résonnant dans le jardin. Il avait appris, grâce à Élise, que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à se protéger de la douleur, mais dans le courage de s'ouvrir à l'amour, même après la plus profonde des pertes. Leur histoire est la preuve que même les âmes les plus endurcies peuvent être sauvées par un acte de bonté et que la rédemption n'est pas l'oubli du passé, mais sa transformation en un avenir porteur d'espoir. C'est pour des récits comme celui-ci qui nous rappellent que même les plus grandes douleurs peuvent fleurir en un héritage de bonté que nous existons. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer de chercher et de partager ces lumières d'espoir qui prouvent que l'humanité peut toujours choisir la compassion. Lucien et Élise, en regardant le soleil se coucher sur leurs vignes, ne voyaient pas la fin d'une journée, mais la promesse infinie de tous les lendemains qu'ils construiraient ensemble.